suite au communiqué qu'il y a eu, que le ministère des Finances a fait autour de la bancarisation des pécules. Donc, c'est pour donner des éléments d'appréciation et des éléments d'information complémentaires à cette information-là. Il vous souviendra que le 12 novembre, le ministère des Finances a fait un communiqué indiquant que le ministre des Finances a l'honneur d'informer le public que Niger Post est la structure retenue pour le paiement des pécules de l'ensemble des contractuels de l'État. Donc, et avec un certain nombre d'informations complémentaires. Cette information a suscité quelques interrogations ou quelques demandes d'informations complémentaires et des interventions dans les médias, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis là pour donner des informations complémentaires par rapport à ces questionnements qui sont là et expliquer un peu le processus qui a mené à cette décision du ministère des Finances. Et ensuite, s'il y a des points que j'ai oubliés, que j'ai omis, répondre à vos questions à ce niveau-là, puisque c'est un sujet quand même assez important. Le processus de paiement de la bancarisation des pécules des contractuels de l'État rentre dans le processus global de la bancarisation de l'ensemble du personnel de l'État. Donc, le ministère des Finances a engagé ce dispositif-là, ce processus-là, depuis un certain temps. Et il y a deux cas. Et donc, il y a les fonctionnaires de l'État qui subissent un autre processus, mais il y a aussi les contractuels pour lesquels il y a un dispositif particulier. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a eu une demande de l'État à un certain nombre d'établissements pour pouvoir les accompagner dans ce dispositif. Nous, Niger Post, nous leur avons fait une offre qui, en tout cas, rentre dans le cadre de cet objectif qu'a fixé l'État, en nous appuyant sur nos forces. La première de nos forces, c'est notre réseau. Notre réseau, on dispose de plus de 100 agences physiques dans l'ensemble du territoire. Notre capillarité réseau est la plus dense du Niger. On est présent à Bilma, on est présent, contrairement à ce que certains pensent, à Bilma, à Derbisnat, à Gotei, à Falmey, etc., etc. On est présent dans toutes ces régions-là des communes. Je tiens déjà à rappeler que Niger Post, en son temps, l'OPT était la structure financière qui payait tous les enseignants, tous les agents de l'État. Il y avait plus de 40 000 personnes. Et ça, il y a cela 30 ans, 40 ans. Donc, ce n'est pas une difficulté pour nous de pouvoir gérer, on va dire, le flux de personnes qui vont venir à travers le partenariat qu'on a signé avec le ministère des Finances. Deuxième chose, notre rôle. Niger Post est une société d'État qui a un rôle de service public universel. Le premier rôle, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, à travers notre activité qui est un peu plus connue par le public, qui est les échanges de courrier. Je tiens à dire que pour nous, envoyer un courrier de 20 grammes de Niamey à Bilma ou de Niamey à Dosso, c'est le même prix. Ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, à 250 francs. C'est-à-dire que notre rôle est de permettre à ce que la population puisse communiquer entre elles sans un coût qui peut être considéré pour elles comme une exclusion. Donc l'inclusion sociale à travers le service public universel. Deuxième chose, deuxième rôle, l'inclusion financière. C'est-à-dire on a effectivement ce que je viens de dire sur le courrier, mais il y a aussi sur le fait que les gens peuvent accéder aux services financiers de base. Donc, accéder aux services financiers de base, c'est d'une part avoir la représentativité dans l'ensemble du territoire et d'autre part avoir des coûts d'accès faibles. Aujourd'hui, pour que quelqu'un ouvre un compte CCP, que les plus anciens connaissent, bancaire, qui est un compte postal, mais qui est considéré comme un compte bancaire, ces frais de tenue de compte sont de 833 francs. Vous voyez, c'est quand même assez faible par rapport à ce que d'autres institutions financières pratiquent comme prix. Donc, nous, on avait proposé un prix de 500 francs pour les contractuels. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire en sorte qu'on puisse, à travers cette population qui arrive, essayer de gagner quelque chose. Nous, on a un rôle d'inclusion financière. Et d'ailleurs,
il y a un projet d'inclusion financière au-delà de la bancarisation qui montre que sans la Poste, sans Niger Post, il est impossible de faire l'inclusion financière au Niger. OK? Donc, je voulais quand même faire cette petite étape pour dire, quand on a fait cette offre à l'État, qui a consulté un certain nombre d'établissements financiers, ils ont été sensibles à ça. Je répète, la densité de notre réseau, la capillarité de ce réseau et la facilité d'accès à des prix acceptables pour des populations qui n'ont pas un revenu aussi important que d'autres populations qui ont un revenu plus important. Et aussi l'innovation. Parce qu'au-delà de notre réseau physique, qui est quand même un gros acquis par rapport à un certain nombre d'établissements financiers, on a fait aussi une autre offre plus innovante, qui consiste à un moment donné, dans très peu de temps, à pouvoir recevoir son salaire via les smartphones. C'est ce qu'on appelle la digitalisation. Et associer un certain nombre de services qui permettront à une personne, dès la réception de son salaire à travers une application, de pouvoir faire ce qu'on appelle les services, on va dire, qui lui sont assez importants, quoi. Paiement de facture Nigélec, par exemple, paiement de facture SIN et faire du transfert d'argent. Pourquoi ça? Vous savez, dans la sociologie des contractuels notamment, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont dans des villages éloignés et qui, pour aller chercher leur pécule, sont obligés effectivement d'arrêter leur travail, de remonter dans la commune la plus proche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du temps parce que si l'argent n'est pas arrivé à ce moment-là, vous voyez un peu tout ce décalage. Et quand ils prennent cet argent, souvent, ce n'est pas pour eux. Ils l'envoient à leurs parents, ils payent, etc. Nous, ce qu'on va offrir à travers cette offre de digitalisation, c'est qu'il est dans son village, de Ourefane par exemple, il n'a pas besoin de se déplacer, il pourra payer, s'il paye les factures de Nigélec et signe de sa famille, payer ses factures de Nigélec directement de ce village. Et s'il veut faire du transfert d'argent, parce qu'il y a du transfert d'argent, il pourra le faire directement. Et maintenant, vous allez dire, comment il va faire lui-même, puisqu'il n'a pas l'argent liquide au village? Ce qu'on veut mettre en place, c'est mettre en place un dispositif avec aussi les personnes, les commerçants qui sont au village, pour eux aussi qu'ils puissent avoir cette application, pour qu'ils puissent payer ses services de base pour lui, à manger, à boire, etc., directement, sans mettre de l'argent à travers ce système. Voilà où est-ce qu'on veut aller. C'est permettre à ce que tout un chacun, à n'importe quel territoire du pays, puisse accéder à son salaire et puisse en bénéficier. Donc, la première étape, je répète, le réseau physique où il y a la manipulation physique de l'argent. Et la deuxième étape qui va arriver très vite en début d'année, cette possibilité-là. C'est de l'innovation et ça va permettre, il y aura de la sensibilisation qu'on va faire pour aider tout un chacun à pouvoir faire ces usages. Donc, le ministère des Finances a été très sensible à cette offre. Et il a été aussi sensible sur un point particulier, qui va me permettre d'aborder un sujet qui est autour de l'obligation. En tout cas, il y a eu un certain émoi sur le fait qu'on dise que tout le monde est obligé d'aller à Niger Post, c'est une imposition, etc. Je vais expliquer un peu le pourquoi du comment et qu'est-ce qui a amené ce processus à ce niveau comment dirais-je, en tout cas, comment est-ce que ce processus est né? Vous savez, entre les fonctionnaires et les contractuels, le dispositif, le processus de paiement est totalement différent. Les fonctionnaires, ils ont un matricule, ils sont informatisés, leur état de paiement, très rapidement, du ministère des Finances, passe au Trésor, etc., ça va très vite. Les contractuels ont une problématique. Il y a une problématique autour des contractuels. Tout est papier. C'est-à-dire qu'il faut, dans le village, ensuite, dans la commune, dans le département, avoir un état papier signé, validé par les responsables à chaque niveau, qui remonte ça à Niamey, après la validation régionale, qui remonte ça à Niamey, qui font aussi leur validation, etc., avec toutes les erreurs autour du papier que cela implique, et qui, en même temps, quand c'est validé, les renvoient dans ces régions pour les faire payer. Rien que ce processus-là empêche ce qui est très important pour un contractuel d'être payé à temps. Un contractuel, en fait, est payé aujourd'hui largement après le mois passé. Pourquoi? Rien que ce dispositif de processus papier très lourd, très prenant en temps, etc. Donc, en réalité,
pour que ce dispositif, qui est la première, parce que nous, on a travaillé aussi sur la sociologie avec les contractuels. On a discuté avec les syndicats bien avant que le projet puisse venir. La première chose qui les importe, c'est d'être payé à temps. La première chose. Quel que soit le niveau d'imposition, entre guillemets, etc., c'est ça la première chose. En réalité, avec ce processus papier qui va s'informatiser, à disposer d'un fichier clair, permettre d'identifier tout le monde, etc., ça permettra au ministère des Finances, en un temps rapide, de pouvoir mettre en place l'état de paiement de ces contractuels. Mais cela nécessite un certain processus. Cela nécessite le fait qu'on passe du papier à l'informatique. Et cela nécessite un petit temps d'adaptation. Et cela ne pourra avoir de succès que si c'est un seul établissement financier qui reçoit ces éléments-là, qui permettra et à cet établissement financier de pouvoir, avec cette base 100 d'informations, et au ministère des Finances, avec cette information, de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est à corriger puisse être corrigé. Voilà pourquoi il y a eu le choix d'un partenaire, pas le choix de plusieurs partenaires. Parce que si on choisit plusieurs partenaires, si les contractuels se lèvent, disent « bon, moi je vais aller dans telle banque, etc. », ce processus ne pourra pas être enclenché. Il y a ce délai-là qui, à terme, permettra à tout un chacun d'être dans la position qu'il veut, mais il y a ce processus-là qui doit être fait. Donc, vous voyez, il y a le gain de temps, c'est-à-dire, avec un seul partenaire, le fait de pouvoir faire en sorte que les fichiers soient stabilisés, assainis, et puis utiles par rapport à l'usage qui doit être fait, et le travail, on va dire, d'identification réelle, physique, etc., de tout le monde, il ne peut se faire qu'à travers un établissement financier. Et l'État nous a choisi, je reviens, sur la base de 2 points importants. Notre présence à Belma, notre présence à Dirkou, notre présence à Derbisnat, notre présence à Bermo. Aucun établissement financier qui donne des salaires n'a cette présence. Aucun. Donc, je comprends effectivement quand le communiqué brut vient comme ça, quand il n'y a pas d'explication, et donc il était question effectivement que je fasse cette conférence de presse pour expliquer un certain nombre de choses, et qu'on donne ces informations-là pour la compréhension. Et c'est normal qu'effectivement il y ait eu des questionnements sur ce sujet qui sont tout à fait légitimes. Donc, ce qu'on a convenu avec le ministère des Finances est basé sur 2 choses qui sont dans le communiqué. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un test à Niamey. Comment faire en sorte que la machine marche, etc., que ça se passe bien. Je profite pour rectifier un point. On a plus d'une dizaine d'agences à Niamey. Plus d'une dizaine, 12 ou 13, je n'ai plus, peut-être 14 ou 15. On a choisi 4 bureaux, 4 agences. On n'a pas choisi 4 guichets. On sait ce qu'on fait quand même. Quand on dit que, je vais vous donner le nombre de contractuels qui est à Niamey, c'est 5626. Donc, ce n'est pas un choix comme ça, c'est un choix tout à fait réfléchi d'identifier les zones de paiement qui sont dans le communiqué et d'identifier les guichets qui permettent ce paiement. L'ensemble de ces 4 bureaux représente plus de 20 guichets. Si vous faites un calcul rapide, ça fait donc, avec les 5626, ça fait à peu près 300 contractuels qui peuvent être payés par guichet, à peu près. Donc, c'est pas quelque chose de... On a même calculé le nombre de jours qu'on va les payer, qui doit être autour de 2 jours, rapidement, avec un dispositif qui permettra même d'aller au-delà de certaines heures. Ça peut être même en un jour. Donc, tout ça, c'est calculé. Donc, j'ai entendu parler de 4 guichets. Non, il n'y a pas 4 guichets, il y a plus de 20 guichets, répartis dans 20 bureaux. Ça, c'est le premier aspect. Donc, l'idée, c'est de faire ce test à Niamey, d'informatiser le fichier, d'avoir la possibilité de les payer, d'identifier les problématiques qu'il y a. Ensuite, le plus grand nombre se trouve à l'intérieur du pays, largement autour de 60 000, etc., 60 000, 70 000. Là, effectivement, un défi est là. Un défi de pouvoir les payer à temps, et on est préparé à ce défi. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la phase qu'on a prévue, c'est-à-dire novembre et décembre, c'est que pour montrer notre capacité, en tout cas vraiment notre dévouement par rapport à ce travail, c'est d'être en capacité. On offre les frais de tenue de compte qui, je rappelle, sont de 500 francs. On offre les frais de tenue de compte. Ils viendront, ils seront payés
ils seront contents de notre prestation. À partir de janvier, on a pensé à aussi un deuxième aspect. À partir de janvier, les contractuels auront des frais de tenue de compte assez dérisoires, vraiment, qui sont de 500 francs. Mais en même temps, ils gagneront un certain nombre d'avantages. Comme n'importe quel compte ordinaire, ils pourront avoir accès à des paiements d'achat de petits matériels. Parce que c'est ça, souvent les contractuels sont assez jeunes, ils commencent à se réaliser dans leur vie, ils ont besoin d'une moto, d'un frigo, etc. Donc on va mettre en place ce dispositif pour les accompagner par rapport à cela. Donc ça, c'est le deuxième aspect autour, on va dire, de l'opérationnalisation, on va dire, de ce projet qu'on a mis en place avec le ministère des Finances. Là, je vais anticiper une question. La notion d'obligation, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas la voir comme ça, c'est-à-dire il ne faut pas prendre l'information de manière brute. En fait, le ministère des Finances veut permettre d'avoir une base aussi saine, limpide, que celle qu'il y a sur les fonctionnaires, par exemple. C'est-à-dire que tous les le processus de papier que je vous ai expliqué, que ça n'existe plus. À partir de ce moment-là, à terme, on pourra, comment dirais-je, n'importe qui pourra aller dans la structure qu'il veut. Mais ça, c'est à terme. Il ne faut pas... Parce que si on biaise un peu cela dès le début, le dispositif de pouvoir assainir le fichier va être caduc. Ça, c'est le premier aspect des choses que je voulais soulever. C'est un point crucial. C'est effectivement, certaines personnes disent qu'ils sont déjà bancarisés, ils ont déjà leur compte, ils ont des crédits. Cela n'est pas du tout un souci. Je tiens juste à rappeler une chose très importante que la population doit savoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun contractuel légitimement, officiellement, qui a un compte bancaire. Les contractuels sont payés à travers les billetteurs et puis les DRS. Maintenant, effectivement, il y a eu des dispositifs qui ont été en place entre, on va dire, ces billetteurs, les syndicats probablement, et puis les banques, pour permettre à certains contractuels, une masse de contractuels, de pouvoir accéder à des crédits. D'accord? Donc, c'est un dispositif informel. Parce que quand on vous dit qu'il y a certains qui ont déjà leur compte de leur banque, ils ne sont pas payés. Pour être bancarisé, c'est un dispositif très simple. Tu reçois ton salaire directement dans ta structure de paiement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils reçoivent leur salaire à travers les billetteurs et des DRS. Ensuite, il y a un dispositif qui a été mis en place avec les structures financières, les syndicats, etc., pour pouvoir permettre à ceux qui accèdent à des crédits. Donc, ce point-là aussi a été travaillé. On a discuté de ce point-là avec le ministère des Finances. Et puis, même, on a même discuté de ce point-là avec la plupart des syndicats. Je répondrai à des questions quand ce sera plus précis là-dessus. C'est lequel on a dit, il n'y a aucun problème. Vous savez, vous ne pouvez pas passer d'un état A à un état B en pensant que, voilà, on va changer et puis tout est beau, etc. Il y a un processus à faire. On connaît très bien ces cas de figure. Très important pour les contractuels. Donc, on a prévu de rencontrer les syndicats, les banques, pour lesquelles les clients ont un certain mandatement par rapport à leur crédit, pour que nous, quand on recevra ces paiements, en collaboration avec les syndicats et les banques, pour que le mandatement prévu pour telle banque qui a tel crédit avec telle personne puisse être fait, de manière à ce que la personne ne soit pas biaisée par rapport à par rapport à sa situation. Donc cela n'est pas un problème et c'est déjà identifié depuis le mois d'octobre, depuis début octobre, pour lesquels on avait eu une discussion avec les syndicats. On leur a dit que c'est ça qu'on va mettre en place. Maintenant, on va les rencontrer, eux tous. On va rencontrer aussi les banques pour faire en sorte qu'au moment où il y aura les états de paiement, qu'on fasse effectivement le lien ou en tout cas qu'on puisse permettre à ce que les banques puissent accéder à leur dû. La phase d'identification est une phase qu'on a proposée. C'est une phase de connaître nos nouveaux clients, de les mettre à l'aise, d'être dans un dispositif, de se dire, voilà, le jour où tu vas être payé, tu viendras dans tel bureau et tu auras tel état de paiement. Parce que effectivement, ces personnes, la plupart n'ont jamais été bancarisées, ils ne savent pas ce que c'est la bancarisation. En tout cas, prendre son salaire directement à travers un établissement financier bancaire. Donc l'idée, c'était quoi?
c'était qu'ils viennent, qu'ils prennent leurs feuillets de paiement, qui sont des chèques, qu'ils se fassent identifier auprès de nous, qu'on identifie qu'ils existent vraiment. Ça participe aussi dans le cadre de l'assainissement de cette base. C'est ça aussi qui est important, parce qu'il faut se le dire, il faut qu'on assainisse cette base contractuelle, parce qu'il y a des contractuels qui ne sont plus contractuels, qui font d'autres fonctions, etc. Donc si tu es vraiment contractuel, tu viens t'identifier pour être sûr que comment dirais-je, c'est toi qui bénéficies de ton salaire avec ta carte d'identité ou ton passeport. Donc la phase d'identification était effectivement liée à cela. La phase de paiement se fera dès lors que le ministère des Finances mettra à disposition les fonds pour le paiement. Très vite, on fera... Bon, les gens sauront que le paiement a été fait et on fera le paiement. L'idée de cette phase d'identification, c'était vraiment pour se connaître, pour leur donner des informations, pour les rassurer, pour leur dire voilà comment ça se passait. Et effectivement, ça me permet de rebondir sur un des points que j'ai vu circuler un peu sur les réseaux sociaux, disant que dans cette phase d'identification, on va faire arrêter, on va dire, le travail des gens, etc. La phase d'identification, on dit elle doit commencer à partir d'aujourd'hui, du 15. Mais la personne, ce n'est pas une phase obligatoire. Si la personne n'est pas disponible pour se faire identifier, le jour de paiement, elle peut venir se faire identifier et payer. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas une obligation. Parce que si vous ne faites pas cette phase, vous n'allez pas être puni ou quelque chose comme ça, de ne pas être payé. Ça permettra juste de rendre fluide le dispositif. Voilà à quoi sert cette phase d'identification. Et j'en profite pour demander aux contractuels d'être très sereins, de ne pas se précipiter, on va dire, dès aujourd'hui, partout pour dire que si je ne me fais pas identifier aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas aller, etc. Non, qu'ils soient très sereins, ils seront payés. Le jour où il y aura la phase de paiement, s'ils ne sont pas fait identifier, il n'y a pas de souci, ils se feront identifier et payer. La mairie, la commune, etc. Cette phase, on va dire, de décentralisation. En fait, il y a une confusion sur 2 points. Les mairies, etc., font les recrutements, font tout ce qui est administratif, etc. Mais ce n'est pas eux qui gèrent le paiement comment dirais-je, des contractuels. Les contractuels se feront payer dans les agences de poste qui sont à côté des mairies, tout simplement. Il y a la phase administrative que gère la mairie et la phase financière ou de paiement que le ministère des Finances nous donne, ce qu'on appelle les états de paiement et qui nous permettent de les payer. Parce que les mairies n'ont pas vocation, ne sont pas des établissements financiers. C'est très important de le savoir. Parce qu'on veut assainir un peu le dispositif, on ne va pas passer d'un état A à un état encore plus compliqué. On est dans une phase de bancarisation, je rappelle. Sur la question de la léthargie, effectivement, on est dans une phase de redressement. Et Niger Post aujourd'hui est très fier d'être une entreprise en pleine croissance. On a vraiment nos indicateurs sur nos performances, aussi bien chiffre d'affaires, etc., qui sont extrêmement bons parce que dû à notre offensive de se renouveler, de se reposer des questions nous-mêmes, de se dire quels étaient nos tares et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est aussi l'accueil du client, etc. On est vraiment dans une phase de décollage. On a une courbe assez exponentielle autour de nos chiffres. Et le ministère des Finances a vu cela. Je pense qu'effectivement, si le ministère des Finances n'avait pas vu que c'était une société qui se bat, une société qui a envie d'être une société qui compte, une société qui a eu des marchés très intéressants sur divers autres activités qu'on a, qui voit que c'est une société qui veut s'en sortir, qui veut être une société sur laquelle l'État peut compter dans un futur. Je parle de l'inclusion financière. Vous savez, les indicateurs du Niger en termes de taux de bancarisation sont extrêmement faibles, autour de 5%. Avec cette bancarisation qui va venir, ça va permettre automatiquement à l'État d'avoir un taux de bancarisation élevé, à assainir tout son dispositif financier, etc. Et permettre à l'État d'être l'État vraiment capable de faire face à ses obligations. Donc, pour répondre à votre question, tout à l'heure, vous savez, je vous avais dit qu'on est en une obligation de service public universel. L'obligation de service public universel,
impose quelque part à Niger Post d'avoir des tarifs accessibles. Vous savez, il y a des régions du Niger où jamais vous ne verrez une banque. Parce qu'une banque, elle doit voir est-ce qu'elle gagne ou elle ne gagne pas. Nous, on est obligé d'être présent dans pratiquement tous les départements, toutes les communes et si possible tous les villages. Parce que la Poste, Niger Post, au-delà de ce dispositif, c'est quelque part la maison du citoyen. Ça veut dire quoi la maison du citoyen? C'est-à-dire que lorsqu'il a besoin d'avoir ses papiers administratifs, lorsqu'il a besoin d'envoyer un courrier très important, par exemple pour une inscription à l'école, lorsqu'il a besoin de faire un transfert d'argent, lorsqu'il a besoin d'avoir son salaire, il doit avoir dans son village une représentation quelque part de l'État qui lui permette de pouvoir accéder aux services de base de l'État. C'est comme ça qu'on raisonne du côté Niger Post. Nous savons le salaire la moyenne de salaire, si je peux appeler ça salaire, effectivement, ou des pécules, des contractuels, qui n'est pas très élevé. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'appliquer des tarifs qui vont, quelque part, les blesser. C'est ça qui nous a motivés par rapport à ce tarif-là. Et d'ailleurs, j'invite aussi les fonctionnaires, hein, je profite de cette tribune, pour dire que les fonctionnaires aussi peuvent revenir en masse chez nous. Je profite pour dire aussi que, parce que peut-être que certains ne le savent pas, parce qu'on a dit effectivement on était dans une certaine léthargie, on est un établissement financier qui payait les salaires des fonctionnaires, des gendarmes. Je vous donne par exemple l'exemple des gendarmes. Vous savez pourquoi les gendarmes sont chez nous? Parce que déjà c'est une population mobile, une population qui peut être pour des besoins de la protection de la nation, être à des endroits éloignés, on va dire, des zones bancaires, des services financiers. Mais ils se font payer et peuvent se faire payer, on va dire, dans des endroits très reculés du pays. Vous voyez? Donc ces personnes-là sont déjà, il y a une grande partie qui est avec nous, il y a des fonctionnaires qui sont avec nous, qui se font payer chez nous. Et donc, tout ça va participer quelque part avec l'élan qu'on va avoir Inch'Allah, avec les contractuels, à faire en sorte de rendre encore plus robuste notre service financier. Parce qu'on aura encore plus d'obligations à être plus accueillant, beaucoup plus accueillant, à comprendre notre client et à faire en sorte qu'il soit satisfait. Donc les 500 francs, c'est un prix effectivement qui n'est pas très élevé pour ne pas toucher, on va dire, les contractuels, mais nous, cela ne nous impacte pas financièrement pour pouvoir faire les services, on va dire, attendus par eux. Quand quelqu'un dit « Ah, je n'ai pas reçu mon courrier », ça a un effet, on va dire, multiplicateur. « Ah, je ne reçois pas mon courrier, je ne reçois pas mon colis » ou bien quand je reçois mon colis, il était ouvert. Je vais vous expliquer, par exemple, comment ça marche au niveau mondial sur les courriers qu'on reçoit au niveau international. Et surtout, par exemple, le e-commerce. Je donne un exemple tout simple. Le e-commerce, c'est l'envoi des colis. Vous commandez sur Amazon, sur Alibaba, etc. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé notre plateforme de e-commerce à nous, qui s'appelle Kaomini, pour vraiment prendre une avance là-dessus. Quand vous commandez un colis aux États-Unis, quand le colis n'arrive pas, la première chose que vous allez dire, ah, c'est la faute de Niger Post. OK? Ou quand le colis arrive et qu'il y a un problème, je vous rassure, c'est très rare, c'est la faute de Niger Post. C'est la faute du destinataire. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous commandez un colis. La poste aux États-Unis pèse le colis au départ. Disons, c'est 5 kilos. Aujourd'hui, il n'y a pas de liaison directe entre les États-Unis et la France. Les États-Unis et le Niger. Ça passe soit par la France, soit un partenaire qu'ils ont, Maroc, etc. Quand ça arrive en transit chez un de ces partenaires, il pèse aussi. Pour voir si le poids qu'on leur a donné correspond à ceux qu'ils ont sont reçus. Si tel est le cas, on sait qui est le responsable. S'il y a un problème, on sait qui est le responsable. Et quand il y a ce transit, ce colis arrive chez nous. Quand il arrive chez nous, nous aussi on pèse. S'il fait les 5 kilos, on va dire effectivement, des États-Unis on dit qu'il faisait 5 kilos, il est venu chez nous à 5 kilos, tout va bien. Mais s'il arrive à 2 kilos, et qu'en France il était à 2 kilos, ou au Maroc, ou je n'en sais rien, la faute vient de ce pays de transition. Mais effectivement, la vue d'esprit va dire que c'est au Niger qu'il y a eu ce problème. Aujourd'hui, on a un service, juste pour reprendre là-dessus, on a un service
qui permet de prendre les réclamations quand il y en a, qu'on suit de manière hebdomadaire pour nous assurer que les clients sont satisfaits. On a 2-3 semaines qui peuvent se suivre sans qu'on ait aucune réclamation. Et quand on a des réclamations, je suis l'indicateur s'il y a un problème sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez parlé de courrier, n'oubliez pas qu'il y a les courriers internationaux. Il y a les courriers internationaux qui est vraiment important. Maintenant, je reviens sur le plan domestique, national. Sur le plan domestique, c'est encore une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que peut-être avec nos concurrents, il y a une autre façon de voir les choses parce qu'on voit le bus qui part, etc. Tout ça. Mais moi, je peux vous dire que faites l'exercice de déposer un courrier chez nous et vous verrez s'il va arriver ou ne pas arriver. Et vous allez être très surprise et très contente de voir qu'il va arriver. D'ailleurs, un prix, par exemple, s'il est à 20 grammes de 250, là où vous allez l'amener à 1000 francs. Je vous invite tous à le faire. Vous savez, quand on voit une société comme avant, et puis qu'il y a eu 2-3 histoires qui sont venues, ça devient ce qu'on appelle la légende de la rue, etc. Et donc, ça reste ancré dans les têtes. Refréquentez nos bureaux, vous allez voir que les choses ont beaucoup changé. On a vraiment fait en sorte que au Niger Post ait l'attitude, quand les personnes qui arrivent chez elles, soient des clients et non des usagers. Parce qu'en réalité, l'histoire était que quand on était monopolistique dans les années 80-90, les personnes étaient obligées de venir chez nous, donc c'était des usagers. On est une des sociétés les plus dynamiques aujourd'hui en termes de résultats. Sur un certain nombre de produits, on est des progressions à 200, 300, 400%. Donc, c'est un défi, un gros challenge pour nous, mais c'est un challenge qu'on va relever, Inch'Allah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque le retard? Quand il y a un mal, il faut chercher d'où vient le mal. Le mal, et c'est ce que j'expliquais dès le départ. Le dispositif, le processus permettant de dire qu'on va payer tel nombre de personnes à telle région, rien qu'en lui-même, est tellement long, avec tous les dispositifs papier dont je vous dis, il faut émarger, il faut amener, si la personne est malade, il faut attendre qu'elle se guérisse pour signer, etc., est tellement long qu'effectivement, il y a des retards pour les paiements de ces contractuels liés à ce dispositif. C'est structurel. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je vous ai parlé qu'on va faire une informatisation de ça. Notre idée, nous, on se pose comme le premier partenaire des contractuels vis-à-vis de l'État. Pourquoi? En faisant cette informatisation, en rendant ce processus papier long, en un seul clic où il y aura juste des ajustements, on pourra être en position, le contractuel pourra être en position dans un délai très court terme, quand le ministère des Finances sera assez à l'aise avec ça, de pouvoir dire je paye les contractuels en même temps que les fonctionnaires. Première chose auquel le contractuel n'est pas habitué. D'abord. Et deuxième chose, le fait que l'État choisisse la structure Niger Post, par rapport à tous ces services qu'on va lui donner, il y a aussi un engagement de l'État à s'assurer de la mise à disposition des fonds de paiement, des états de paiement de ces contractuels-là. En tout cas, nous, c'est pour ça que je dis que nous serons l'avocat des contractuels vis-à-vis du ministère des Finances, de manière à ce qu'ils soient payés à temps et en heure. Donc, on leur mettra la pression pour qu'il y ait le paiement. Et effectivement, comme je dis, votre question est pertinente. Maintenant, je réponds à votre question. C'est un langage franc qu'on a eu avec tous les syndicats et puis les confédérations, c'est ça? Bon, en tout cas, avec tous les syndicats, les centrales, voilà, excusez-moi, ça m'a un peu échappé, avec les centrales. On leur a dit, écoutez, nous, on ne fait pas d'avance de salaire. Par contre, nous, on s'engage à ce que le salaire vienne à terme échu. Ça, c'est notre engagement. Et, en fait, vous savez, on les avait rencontrés à 3. Le ministère des Finances était à côté. Parce que quand cette question a été posée, on dit, bon, nous, on ne va pas vous lâcher pour que vous nous payiez, pour qu'on paye les contractuels. Donc, nous, on vous le verrez dans les prochains mois. Aujourd'hui, en réalité, la problématique des contractuels n'est pas une problématique de fonds. Quand je dis de fonds, de l'argent, c'est-à-dire parce que les fonctionnaires sont payés beaucoup plus, ça représente un fonds plus important. La problématique est tout ce processus-là qui n'est pas simple, qui est papier, quand c'est prêt, bon, l'argent n'est plus trop disponible à tel moment, etc. Vous voyez, parce que c'est parti. Alors que quand on doit être payé au même moment que les fonctionnaires, c'est parti, tout le monde va être payé.